extraordinaire. Alors, donc, ils ont besoin de chauffeurs qui conduisent un peu mieux qu'eux, et donc, ils vont les chercher, etc. Alors, ils vont carrément dans le bureau et disent, donnez-moi un chauffeur, et pof, le lendemain matin, il y a un Indien qui débarque, il dit, monsieur, bon, voilà. Donc, l'esclavagisme persiste, etc. Et c'est très... Donc, alors, j'oppose à ça l'enveloppement. Alors là, évidemment, je dis, ou j'ai lu, pas mal, avant la colonisation et après la colonisation, on évoque ce que fait Edgar Morin, la solidarité tribale ou communautaire. Alors là, j'ai trouvé un bouquin assez marrant parce que entre le moment où j'ai déposé ma proposition et le moment où j'arrive, là, j'ai pris un petit peu de vacances et Christian m'a dit, lis quelques bouquins, donc j'ai lu l'ouvrage qui avait été fait ici et quelques ouvrages en France que j'ai trouvé. J'ai trouvé un bouquin d'un gars qui travaille dans une ONG et pour lui, ce qui l'a choqué plus dans les ONG africaines, c'est de voir que lorsqu'il y a du tourisme humain ou humaniste, où on va voir un petit peu ce qui se passe dans les tribus, etc., il était parfaitement choqué parce que dès qu'il y avait des danses, les Européens se mettaient à danser, et puis ils dansaient un peu comme la danse du canard, etc. Alors il trouvait ça absolument scandaleux. Il dit, est-ce qu'on voit des Africains débarquer à l'opéra et se mettre à faire la danse du cygne, etc. Donc il y a quelque chose qui est absolument scandaleux. Et enfin, moi, ça m'a fait plaisir parce que quand j'y étais 2-3 fois en Afrique, il y a un moment où j'étais beaucoup plus jeune et un peu moins lourd, et où je dansais un petit peu, et on m'a dit, oh, tu ressembles à Johnny, comment il s'appelle, le Zoulou blanc, Johnny Clegg, ou quelque chose comme ça. Enfin, on m'a dit, t'as le style. Bon, alors ça m'a fait plaisir, etc. Bon, mais néanmoins, ce que je regarde de ça sur un plan sérieux, c'est qu'il y a quand même ce que j'ai appelé ici, même si, bon, il y a un côté, si vous voulez, un côté harmonieux de la coïncidence entre la pensée, le corps et l'environnement. Qu'on retrouve, alors, alors justement, je dis qu'il y a un problème, c'est que ce portrait que je dresse de l'Afrique, les Français appellent ça maintenant bisounours, c'est-à-dire un peu optimiste, un petit peu gentil, etc. Néanmoins, il y a quand même quelque chose dans cette histoire d'harmonie qui nous rappelle effectivement le bon sauvage, etc., et le lien que font les écologistes entre les Amérindiens qui définissaient la personne par rapport à l'environnement, etc. Mais on a eu un peu le même discours hier dans un exposé à propos de la façon dont on construisait les haies dans le Rwanda, Burundi, sur les collines, etc. Il y a, dans la tradition, il y a des façons justement d'accommoder l'environnement à la façon de fonctionner dans la société. Donc on trouve ça de façon spontanée dans beaucoup de sociétés. Donc j'admire ce côté-là. Et alors, là où ça devient intéressant pour moi, qui ne suis pas un spécialiste de l'Afrique, loin de là, et plus j'en lis, plus je suis perdu, mais je pense avoir une petite compétence du côté de la communication, et justement ce que je projette sur l'Afrique, ce qui est peut-être faux, mais que j'ai quand même une petite connaissance, surtout par le biais des étudiants. J'y suis allé 2 fois, mais dont une fois pendant 1 mois et demi dans un collège où justement mes étudiants avaient tous, les parents avaient tous des Mercedes, etc. Et ils me disaient qu'effectivement il y a plus de Mercedes à Abidjan qu'à Montréal, ils disaient. Donc tout ça conforte votre point de vue. Enfin, je pense qu'ils exagéraient un tout petit peu, mais il y avait un petit peu de ça. Donc, parce que les femmes conduisent. Pas beaucoup. Vous ne connaissez pas les mamas Mercedes? Peut-être qu'il y a des mamas Mercedes. Non, je ne les connais pas. Mais il y a quand même, je crois, bon, enfin, je crois que nos théoriciens féministes auraient quand même quelques difficultés à Abidjan. Bon, donc il y a quand même, ce que je relève de tout ça, c'est qu'il y a, je trouve, des points communs, enfin, c'est moi qui les invente peut-être, entre ce comportement africain de résistance à la modernisation et à certains de ces aspects radicaux de l'économisme, etc. Je trouve qu'il y a quand même derrière tout ça, derrière les attitudes qu'on peut entrevoir, des rapports avec ce que j'appelle, enfin ce que j'ai trouvé encore une fois dans le paradigme de la complexité d'Edgar Morin, qui, à mon avis, fait une très très belle synthèse de ce que moi j'avais appris à peu près au même moment où il est allé aux États-Unis. Quand j'ai fait mon doctorat aux États-Unis, il y avait un cours formidable qui se portait sur la communication et la science et la façon dont les savants percevaient, dans toutes les disciplines. Hein, effectivement, et je me suis, depuis ce temps-là, je suis devenu un obsédé de la réception, dans le sens des facultés qu'a l'être humain de tenter d'appréhender ce qu'il observe. Et quels sont les facteurs qui viennent. Et la conclusion, en général, c'était que finalement, la carte écran radar qu'on a dans la tête, c'est-à-dire les préjugés, les préconceptions, était beaucoup plus importante que ce qu'il y a en face, ce qui conforte votre remarque de départ,
à savoir qu'on a beau montrer des Sénégalais avec des bijoux, etc., les gens, ils voient quand même des gens pauvres. Parce que pour eux, un noir, c'est quelqu'un de pauvre, etc. Parce que c'est ce que racontait le père blanc quand il venait dans la famille. Bon, enfin, et ce que confortent aussi les médias, je le concède quand même. Ok, bon, donc il y a cette idée qu'on peut retrouver dans cette idée d'enveloppement, un rapport avec les fondements épistémologiques d'une approche humaniste dans l'étude de la communication. Et cette approche met l'être humain au centre du processus de la communication et non les médias ou les données ou signaux que les médias véhiculent, stockent ou traitent. Autrement dit, il y a un déplacement de la focalisation de l'intérêt de la recherche en communication. Donc les limites de l'intuition, je l'ai mentionné. Plus je lis sur le sujet, plus je m'aperçois que j'arrive pas, je comprends pas grand-chose, ou sinon il y a plein de contradictions, ce qui est normal après tout dans toutes les sociétés. Il y a des hauts et des bas, des différences de statut, etc. La seule quasi-certitude que j'acquiers à la suite de mes lectures et des commentaires que je vois ici et là, surtout en écoutant les médias, en regardant et lisant ce que raconte le monde diplomatique ou le Times de New York, la seule quasi-certitude, c'est que l'ingérence persistante des puissances extérieures nuit au développement de l'Afrique, ça me paraît assez, et retarde l'enveloppement humaniste d'origine africaine auquel aspirent 99% des citoyens de la Terre. Et là, je rejoins un truc dont on ne parle pas beaucoup, mais je rejoins les 68 arts de 68, mais aussi les 2011 arts de la révolte arabe et des indignés d'Europe, espagnols, grecs, maintenant français, même allemands. Parce que j'ai lu dans le New York Times que maintenant les prêteurs mondiaux commencent à renacler avant de prêter à l'Allemagne, qui est considérée comme le grand support, la grande machine, la grande locomotive de l'Europe. Déjà, on ne prête plus non plus aux États-Unis puisqu'ils ont perdu un A sur les trois. Donc, vous voyez que ça commence à aller mal leur affaire. De vous amener à conclure, monsieur. Bah oui, bah là, je conclus. Bon, autrement dit, je vais vous dire seulement les grands titres de ce qui reste. J'ai un peu peur de voir votre... Oui, l'étude de la communication au service du développement peut, enfin, à mon avis, deux courants paradigmatiques opposés, qui seraient l'étude de la substance ou des substances communicationnelles et des supports. C'est l'approche catholique, enfin de fondement catholique, parce qu'elle s'inspire de la transsubstantiation. Hein, dans le catholicisme, le Christ est dans le pain et dans le vin. Donc, pour les sémiologues néo-catholiques, genre celui qui habite à côté du Vatican, Umberto Eco, tout est dans le texte. Pour tous les peuples de la religion, tout est dans le texte et révélé. Révélation divine, donc ce qui compte, c'est le texte, c'est le support, c'est le média. Et c'est pas par hasard que McLuhan s'est converti au catholicisme avant de sortir sa grande formule « The medium is the message ». Autrement dit, l'hostie est le Christ. Là, je ne fais pas de jurement. Bon. Et enfin, donc, moi, je fais, au contraire, j'essaye de promouvoir l'étude, réflexion critique et autocritique des mécanismes conceptuels ou les jeux de croyances créateurs du sens dont les acteurs se réclament lorsqu'ils justifient les gestes qu'ils posent. Pour moi, c'est ça qui est fondamental. Quelle est la justification que vous donnez pour faire ce que vous faites? Et c'est ça qui serait le cœur de la communication. Et c'est acquis précisément dans les rapports de coerce-séduction que les gens entretiennent. Alors là, il y a le grand débat, les médias, etc. Mais moi, j'ai pas de portable, de téléphone portable. Vous voyez à quel point je suis taré. Et alors, du coup, ça me permet, par chaque fois qu'il y a des amis qui me reçoivent, etc., de me dire, bon, on va te passer un portable, on ne peut pas vivre sans portable, etc. Et alors, à chaque fois que j'ai le portable, je regarde qui est sur les portables, et c'est uniquement la grande famille. Donc, les gens, depuis qu'ils ont des nouvelles technologies, au lieu de s'ouvrir au monde, comme on dit, ils se referment sur leur famille, à part quelques collègues de travail qui sont nécessaires pour gagner des sous. Mais dans l'ensemble, les gens se parlent dans des réseaux de plus en plus restreints. Plus la technologie est poussée, plus ils sont restreints. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ils sont restreints, qu'est-ce qu'ils croient dans ce à quoi ils peuvent... dans ce qu'ils fonctionnent, dans l'univers dans lequel ils fonctionnent. Bon, et moi, j'en arrive
à la suite de toutes mes réflexions, etc., je m'aperçois que l'être humain ne peut pas appréhender ce qu'il appréhende. Et le grand scandale, l'appui des oligarques, c'est tous ces gens qui vous disent « j'ai accès au réel ». Écoutez les journalistes. Tel a tel dit ça, tel a tel dit ça, mais la réalité, et c'est plein qui sort son préjugé. Et alors, dès que vous avez quelqu'un, moi, c'est pas la culture qui me fait sortir mon revolver, mais c'est dès que quelqu'un me dit la réalité, c'est cela. En fait, c'est des prêtres qui disaient avant c'est Dieu. Ah ben c'est Dieu qui l'a dit, fermez votre gueule. Et maintenant, c'est la réalité qui l'a dit. On peut rationnellement prouver que fermez votre gueule. Tous ces gens-là restent dans la culte de l'objectivité. Et ce que je prône pour conclure... Oui, jolie conclusion. Ce que je prône pour conclure, c'est simplement qu'on développe, conformément à ce qu'on sait, la pertinence de l'être humain dans l'observation scientifique. Nous ne sommes qu'un 7 milliards des êtres vivants, et donc chacun d'entre nous, qu'on soit prof d'université, journaliste ou n'importe qui, avons une conception des choses, et en général tous les êtres humains qui ne s'est pas encore suicidé, c'est vous qui faisiez allusion à Albert Camus, tant qu'on ne s'est pas suicidé, on est sûr que la conception qu'on a du monde est la meilleure et celle qui nous permet de fonctionner. Donc je m'arrête là-dessus. Merci donc beaucoup. il faut être conscient de ses limites et de rester humain et de ne pas invoquer ni Dieu, ni la raison, ni le réel. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Jean-René. René Jean.